Si vous souhaitez vous débarrasser de votre stress parce que vous faites face à un imprévu, parce que vous changez de vie professionnelle ou parce que vous êtes harassé par les difficultés, alors cette chronique est pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec nous Bernard Anselem. Bernard Anselem est médecin, neuropsychologue, spécialisé et passionné en neurosciences de la prise de décision, des émotions et du changement. Son credo est de vous aider à optimiser votre cerveau. Il est formateur de médecins, conférencier, consultant, membre du comité éthique et de recherche de l'Université de Savoie et il est certifié de l'Université de Berkeley de Californie sur la science du bonheur. Bernard Anselem est auteur de 2 ouvrages à succès, Je rumine, tu rumines, nous ruminons, et le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Ces émotions qui nous dirigent. Bernard Anselem a 4 étapes pour nous pour pouvoir gérer notre stress à court terme et aussi à long terme pour devenir véritablement maître de sa vie. Bernard Anselem, bonjour et merci beaucoup d'être présent. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Votre credo est d'optimiser le cerveau, notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors mon travail est de tirer parti des avancées de la recherche pour apprendre aux gens à mieux utiliser leur cerveau. Mieux utiliser leur cerveau, ça veut dire prendre de meilleures décisions, développer sa créativité, son adaptation au stress, développer son intelligence émotionnelle, mais également son intelligence collective, et par-dessus tout, trouver les bonnes ressources pour nos motivations profondes, pour se motiver soi-même et motiver ses équipes. Donc pour gérer nos émotions, justement, et c'est le principe de ce livre, c'est de dire en fait qu'il y a beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas. Nos émotions, nous ne les contrôlons pas. Notre inconscient nous dirige avant que nous en ayons conscience. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, il y a quelque chose qui est assez important à connaître, qui est à la fois simple et important, c'est que souvent on pense que les émotions sont un petit frisson qui vient en plus de notre raison, de notre rationalité. En fait, c'est pas du tout ça. Les émotions sont centrales, elles occupent les réseaux centraux du cerveau et elles nous aident tout simplement à survivre, c'est-à-dire à sélectionner les bonnes informations pour notre organisme. Donc comme elles sont centrales et comme elles dirigent tout le reste, eh ben, il ne sert à rien d'essayer de les combattre et de vouloir les supprimer parce que ça ne marche pas. Et donc le simple fait de savoir ça va nous faire gagner énormément de temps et va nous déculpabiliser, dédramatiser face à toutes les émotions qu'on va ressentir. Donc personne n'aime ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, du découragement. Personne n'aime ça, bien entendu, mais il faut savoir que ces émotions sont naturelles, elles ont leur fonction, et donc elles vont nous aider à avancer, et donc il faut savoir faire quelque chose qui est paradoxal, c'est-à-dire les accepter. Très bien. Alors donc du coup maintenant, à partir du moment où nous avons cette information d'accepter nos émotions, quelles sont en fait les étapes que vous pourriez proposer pour justement mieux gérer notre émotion et puis du coup passer à l'étape d'après, c'est-à-dire mieux gérer notre vie et notre vie professionnelle, nos choix, nos décisions? Oui, alors le fait d'accepter n'est pas de se soumettre à la situation. Accepter, c'est simplement accepter quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire l'apparition de nos émotions. Par contre, on a quand même du pouvoir sur ce qui va suivre, c'est-à-dire les pensées et les comportements qu'on va avoir derrière cette émotion. Donc c'est là où on va pouvoir agir, une fois qu'on a accepté cette émotion. Le simple fait d'accepter l'émotion va libérer notre cerveau pour faire autre chose. Le paradoxe, c'est que quand on veut contrôler une émotion, on va essayer de lutter contre elle, et en luttant contre elle, on va convoquer des pensées négatives qui vont de nouveau alimenter cette émotion négative. Donc on va arriver exactement au contraire de ce qu'on cherche, c'est contre-productif, c'est-à-dire que quand on essaye de contrôler une émotion, on va la développer. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux l'utilité d'accepter ses émotions. Donc accepter son émotion, c'est simplement le fait de la ressentir. Et une fois qu'on a accepté cette perception, ça peut être plus ou moins facile selon les personnes. Il y a des gens qui sont très branchés sur leurs émotions, d'autres qui le sont moins. Une fois qu'on a passé cette étape, on peut passer à autre chose. Et autre chose, ça va être différentes techniques pour développer son esprit critique ou pour calmer son corps. Donc ça, c'est la première étape, accepter ses émotions. Est-ce qu'on peut dire que ce serait en fait être à l'écoute sans s'écouter ?
Oui, oui, c'est une formule qui est intéressante parce qu'il faut être à l'écoute de son corps hein, pour être capable de percevoir les signaux qu'il nous envoie. Ces signaux sont importants, ils servent à notre organisme, donc il ne faut pas les négliger. Et en même temps, il ne faut pas développer tout ce qui est pensée nocive qui va nous ramener justement dans des émotions négatives. Il faut éviter d'amorcer un cercle vicieux. Très bien. Donc du coup, après qu'on ait pris conscience en fait de cette acceptation nécessaire, comment on fait pour pouvoir justement passer ce cap? Parce que c'est bien beau de dire, bon voilà, j'accepte les émotions. C'est quoi la deuxième étape? Une fois qu'on a passé cette étape d'acceptation, notre cerveau est disponible pour faire autre chose. Il n'est pas en train de lutter contre l'émotion, donc il est disponible. Et donc là, on va pouvoir utiliser des méthodes qui vont soit utiliser notre corps, soit utiliser notre mental. Donc on peut choisir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, l'un d'abord et l'autre après. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes, ça dépend de notre façon de ressentir les choses. On peut agir sur son corps ou sur son esprit. Alors justement, en fait, dans le livre, c'est très intéressant parce que vous proposez 20 stratégies pour pouvoir accepter ces émotions. Est-ce que vous pourriez nous parler des stratégies à court terme pour gérer ces émotions et ce stress, pour pouvoir justement faire face? Et donc ensuite, la troisième étape qui serait peut-être à long terme. Oui, on a des méthodes qui vont être valables sur le court terme, qui sont efficaces tout de suite. Donc ça, on va les utiliser en temps réel. Et puis il y a d'autres méthodes qui vont permettre de cultiver un petit peu un état d'esprit pour mieux affronter toutes les difficultés, toutes les émotions négatives de la vie, mais qui nécessitent par contre un certain entraînement, mais qui ont l'avantage d'être plus durables. Donc ce sont deux domaines un petit peu différents. Donc à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc à court terme, on peut soit agir sur son corps, soit sur son esprit. Agir sur son corps, ça va être par exemple pratiquer une activité physique qui va utiliser les ressources de notre cerveau. Quand on a du stress, on va accumuler de l'énergie. Cette énergie, il faut l'utiliser. Donc on peut faire le tour du pâté de maison, aller courir, faire un sport qui nous plaît, n'importe quelle activité physique qui nous plaît. Et la notion de plaisir est importante parce que ça permet justement d'une part de développer des émotions positives et d'autre part d'être actif dans la durée. On va pouvoir l'utiliser longtemps. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau parce qu'on entend partout de dire il faut faire de l'exercice, il faut marcher, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est efficace? Donc ça va occuper d'une part, ça occupe notre cerveau, ça le distrait, c'est une première chose, mais c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est que ça va consommer les ressources qu'on a accumulées, que le stress a accumulées. Le cortisol qui est délivré pendant le stress va générer de l'énergie, et cette énergie, il faut l'utiliser, sinon elle va se transformer en inflammation, elle va être toxique si on ne l'utilise pas. Donc il faut utiliser cette énergie qui est produite par le corps. Ça, c'est l'exercice physique. Pas lutter contre. Et surtout ne pas essayer de lutter contre, oui, tout à fait. D'accord. Et donc du coup, et au niveau mental, du coup. Voilà, alors au niveau physique, on a aussi le contrôle respiratoire qui marche au bout de 3-4 minutes. Hein, ralentir sa respiration, ça s'appelle la cohérence cardiaque, quelquefois on l'appelle comme ça. Mais c'est tout simplement un ralentissement de la respiration qui va envoyer à notre cerveau un message d'apaisement, puisque le corps et le cerveau sont reliés par des tas de canaux. Et donc ce ralentissement respiratoire va tout simplement envoyer un message d'apaisement au cerveau au bout de 3-5 minutes à peu près. Donc c'est très efficace. Il y a des applications pour ça. C'est quelque chose qui marche, pas dans l'instant, mais dans les 3-5 minutes, donc c'est assez efficace. Donc des techniques pour pouvoir, à un moment donné, ralentir le niveau du stress, ralentir la fréquence cardiaque. Exactement. Et donc pouvoir se retrouver, se recanaliser. Oui, ça va envoyer ce signal d'apaisement à la fois au cerveau et au corps, et donc les deux étant imbriqués, vont diminuer la tension nerveuse mécaniquement, enfin physiologiquement plutôt. Alors, en fait, on sait qu'on a deux sortes de personnalités. On a des gens qui sont hyper sensibles au niveau émotionnel et d'autres qui sont beaucoup plus rationnels. Et dans votre livre, vous dites quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut assez de lucidité pour prendre conscience de nos émotions avant de les accepter. Cette étape sera évidente chez les personnes hypersensibles. Leur problème n'est pas de repérer, mais de canaliser ces débordements émotionnels. Donc là, c'est pour les personnes émotionnelles. En revanche, ce repérage peut se révéler plus difficile pour les personnalités rationnelles.
plus orientée vers l'analyse intellectuelle que la perception des ressentis. Donc ça veut dire en fait que tout ce que nous avons dit pour le moment est certainement très intéressante et va parler aux personnes hypersensibles au niveau émotionnel. Les personnes rationnelles, comment elles font pour... Voilà, on a, là c'est schématique, c'est un petit peu caricatural, après il y a toutes les nuances entre les deux, mais effectivement on peut utiliser soit son corps, soit son mental. Et on va avoir des techniques aussi qui vont faire appel à notre mental. Ce sont des techniques qu'on appelle de réévaluation cognitive sur le plan technique, mais qu'on peut appeler plutôt de recadrage, ce sera peut-être plus parlant. Donc les techniques sur le mental, ça va être déjà l'acceptation, c'est déjà une technique mentale. La deuxième, ça va être le recadrage de ses pensées, c'est-à-dire l'analyse critique de ses pensées, essayer de trouver un autre angle de vision qui soit plus favorable, une autre façon de penser qui soit plus favorable. Il y a des techniques pour cela. Donc il y a des techniques pour cela. Et ça permet de faire baisser la tension émotionnelle et puis d'orienter vers de nouveaux comportements plus constructifs. Et puis la troisième technique, ça va être ce qu'on appelle l'imagerie mentale, c'est-à-dire faire appel à ses forces et à ses émotions positives. C'est une technique que la plupart des athlètes de haut niveau connaissent bien, hein, c'est-à-dire de visualiser une scène émotionnellement positive, comme par exemple le succès. Au niveau professionnel, on peut visualiser ses forces, on peut visualiser ses succès, et ça va faire diminuer la tension émotionnelle et ça va nous donner de la motivation pour la suite. Donc justement, quand on est on fait une marche par exemple, ou qu'on est dans cette, dans ce temps de pause, on peut allier les deux, non? Oui, tout à fait, on peut allier les deux, hein. On peut utiliser l'activité physique et cette réflexion. D'ailleurs, la marche va favoriser la créativité mentale puisqu'elle va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau et elle va permettre de développer aussi l'activité du raisonnement en même temps. Tout le monde a expérimenté ça. On sait que quand on marche, on a souvent des idées, on est souvent plus productif. Oui. On connaît l'expression initiale et originale de péripéticien des philosophes. Exactement, voilà, exactement. Oui, oui. Ils avaient compris que en marchant, et voilà. C'est beaucoup plus productif. Oui. Donc si on arrive à la troisième étape, donc sur le long terme, c'est-à-dire de pouvoir donc avoir des stratégies pour pouvoir rebondir, quelles seraient-elles? Voilà, donc là, on a vu ce qui marchait dans l'instant, et on a aussi des techniques qui vont être plus durables, mais qui nécessitent un apprentissage, donc qui sont un peu plus longues. Et donc, on a par exemple la pleine conscience, hein, qui nous apprend à revenir dans l'état présent et à ressentir et à prendre de la distance par rapport à nos pensées et par rapport à nos anxiétés. Donc ça, c'est une première technique. La deuxième, ça va être d'apprendre à orienter son esprit sur les éléments positifs de l'existence, ce qui n'est pas facile puisqu'on est tous câblés pour repérer le négatif. On apprend à repérer le négatif, c'est une question de survie de notre câblage ancestral, hein, voilà, tout à fait. Voilà, et puis il faut repérer le négatif pour survivre. Donc notre cerveau est câblé pour repérer le négatif. Donc on va lui réapprendre que dans la vie moderne, on peut aussi apprendre à repérer le positif, ça peut être constructif. Et donc ça, c'est pas évident, ça s'apprend, mais c'est pas très compliqué. Donc, comment on fait? Est-ce que ça marche vraiment? Oui, on va entraîner son cerveau à repérer des choses positives. Il y a l'exercice des 3 bienfaits par jour. Il y a des tas d'exercices pour apprendre à orienter son cerveau vers ses forces plutôt que vers ses angoisses et vers ses insuffisances. Alors si on avait justement eu l'habitude à donner, j'ai beaucoup aimé en fait justement cet exercice des 3 bienfaits par jour, si on avait une habitude à... Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de ces 3 bienfaits par jour pour peut-être nous donner au moins une astuce qui sera applicable tout de suite? Oui, alors c'est un exercice qui présente beaucoup d'avantages parce qu'il va apprendre à notre cerveau à repérer ce qui nous est arrivé de bon pendant la journée, en prenant 3 exemples dans la journée, mais en les détaillant, en donnant le maximum de détails pour que ça ait le plus d'impact sur son cerveau. Et donc là, on va générer des chemins dans notre cerveau, des chemins neuronaux, hein, c'est-à-dire des chemins de la communication, de l'information, qui vont permettre petit à petit de remplacer nos idées négatives par apprendre à repérer des choses positives et qui vont nous donner des motivations également. Donc cet exercice, donc on va le faire 15 minutes tous les soirs pendant 15 jours.
C'est pas très long, c'est un petit effort, mais c'est pas un gros effort. Et les effets bénéfiques vont perdurer jusqu'à 6 mois. Hein, donc c'est quelque chose d'assez puissant, on ne se rend pas compte. C'est quelque chose de puissant. Et au bout de 6 mois, on va recommencer si nécessaire, ou alors ce sera peut-être suffisant parce qu'on aura appris à repérer le positif. Donc c'est une habitude à prendre. Et en fait, c'est une des choses que vous précisez beaucoup dans ce livre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien, on ne peut avoir aucun résultat si on ne s'astreint pas quand même à une certaine habitude, à une certaine répétition. Donc ce serait la 4e étape, c'est-à-dire que toutes ces stratégies, à court terme ou à long terme, elles sont, comment dire, elles portent leurs fruits à partir du moment où on fait la répétition. Comment ça fonctionne? Pourquoi? Alors, avant de parler de la répétition, il y a un autre élément aussi que j'aimerais mentionner, c'est le lien social, le tissu social. C'est quelque chose de fondamental aussi pour développer son cerveau. Le cerveau a besoin du lien social pour se développer et pour réguler ses émotions. Et donc le fait d'interagir avec les autres, c'est fondamental et ça va nous apprendre à affronter le stress, à diminuer nos émotions négatives. Et donc, que ce soit l'orientation positive, la pleine conscience ou le développement du lien social, de relations de qualité, de relations bénéfiques, bien entendu, que ce soit l'une de ces 3 techniques ou d'autres, d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont décrites dans le livre, ces techniques ne marcheront que s'il y a un apprentissage. Et cet apprentissage va buter contre nos habitudes. Et nos habitudes, ce sont des chemins neuronaux qui sont très puissants, puisque à chaque fois qu'on donne une information à nos neurones, à chaque fois qu'ils communiquent, l'information va être de plus en plus forte. Donc une habitude, c'est quelque chose qui se répète, et donc les chemins neuronaux vont être très puissants. Les chemins d'une habitude vont être très puissants. Donc face à cette habitude, il faut pouvoir développer un nouveau comportement, une nouvelle habitude bénéfique. Et donc au début, ça va être difficile. Pour ça, il faut répéter encore et encore toujours le même comportement. Surtout qu'on a de mauvaises habitudes, donc ça veut dire qu'il faut remplacer nos mauvaises habitudes, parce que les chemins neuronaux, vous l'expliquez très bien, justement, sont comment dire, déjà créés sur les mauvaises habitudes. Donc du coup... Tout à fait. On peut prendre un exemple. Si, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de penser « je n'ai jamais de chance » ou alors « je ne suis pas doué pour ça » ou alors « je ne vais pas y arriver », par exemple, voilà, ça va être une habitude de pensée. Donc cette habitude est très robuste dans le cerveau. Et si on veut mettre en face une autre habitude, c'est-à-dire « je peux toujours progresser, j'ai des qualités pour progresser, je peux y arriver », cette habitude-là va être très difficile à être mise en place face au chemin, l'autoroute d'information de l'habitude précédente qui est de dire je ne vais pas y arriver, par exemple. Donc pour ça, il faut de la méthode, c'est-à-dire il faut s'entraîner. On a l'habitude de penser que pour un effort sportif, un athlète de haut niveau doit s'entraîner. On est familier avec cette idée. Par contre, pour changer une habitude dans le cerveau, on ne pense pas forcément au fait qu'il faut s'entraîner aussi un petit peu. Voilà, travailler sur soi, s'entraîner, et puis répéter. Et à force de répétition, les nouvelles habitudes vont s'ancrer dans notre cerveau. Surtout qu'en fait, vous dites dans le livre, ce que je trouve vraiment très pertinent, notre cerveau est programmé pour économiser de l'énergie, donc en fait, on est un peu feignant quelque part, non? Utiliser des habitudes est moins coûteux qu'imaginer et appliquer de nouvelles solutions. La force des habitudes nous dissimule des solutions parfois évidentes. Donc, est-ce que nous avons un cerveau feignant? Oui, alors c'est un petit peu excessif, mais c'est vrai, c'est un peu vrai, puisque le cerveau doit économiser son énergie, puisque son énergie est limitée, hein, donc il doit faire des choix, et donc il va choisir la solution, le comportement il va avoir tendance à choisir le comportement qui va dépenser le moins d'énergie. Donc utiliser un automatisme, c'est moins coûteux. En attention et en énergie, c'est moins coûteux en effort, donc en général. Donc on va avoir tendance à choisir ses habitudes. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que finalement, on a l'impression que prendre des habitudes et s'autodiscipliner, c'est contraignant, mais finalement, c'est un confort pour notre cerveau, pour notre esprit après, de se reposer sur des habitudes qui vont nous aider, nous porter? Oui, donc c'est un degré de liberté qu'on va s'accorder. On va développer une liberté supplémentaire grâce à un apprentissage. On aura décidé d'aller dans telle direction, de tel apprentissage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau que l'on imagine, grâce à cette notion de neuroplasticité qui fait que le cerveau est adaptable. Et donc il est adaptable à nos comportements et il va
il a cette capacité d'apprendre, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on on a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on l'imagine, à condition de lui apprendre les bons comportements. À tout âge. À tout âge, même au 4e âge, oui, tout à fait. Bah écoutez, Bernard Anselme, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas évoquées et qui seraient importantes? Alors, ce que je pourrais dire, c'est là, on a évoqué quelques techniques, il y en a plein d'autres, et que chacun a sa personnalité, chacun a ses préférences, les situations sont différentes, donc il faut avoir une boîte à outils, on a toute une palette de méthodes, donc c'est à chacun de trouver la méthode qui va lui parler le plus, et qui va surtout être la plus efficace. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau qu'on l'imagine, si on sait l'orienter dans les bonnes directions, et si on sait, par exemple, mieux affronter le stress grâce à ces techniques, entre autres, mais aussi convoquer ces émotions positives, ces motivations, ces bonnes motivations. On a des forces de motivation profondes en nous qui sont, si on sait les développer, qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous donner à la fois une sérénité et une force de persévérance qui sont insoupçonnés. Et donc c'est ça que je voudrais faire passer. Alors, est-ce que ça veut dire que quelque part, nous avons en fait une volonté de nous contrôler sur le coup et qu'après on devient fataliste parce que les choses, voilà, on est formaté comme ça et du coup on laisse aller? Ben, disons que c'est la force des événements. On a un événement chasse l'autre, et donc on a beau avoir de bonnes résolutions, on ne va pas pouvoir toujours les mettre en œuvre parce qu'on va faire face à d'autres difficultés, d'autres événements qui arrivent au fur et à mesure. Donc si on n'a pas un petit peu de méthode, un petit peu de répétition pour améliorer ce que l'on souhaite améliorer, ce que l'on a décidé d'améliorer, eh bien la force des événements va faire qu'on va passer à autre chose sans s'en rendre compte imperceptiblement, et on va oublier les bons conseils et les bonnes résolutions qu'on s'était données. Donc en fait, c'est le plaisir du travail sur soi et de croire au fait que, enfin, on sait que notre cerveau est puissant et donc de croire en soi pour pouvoir se dire, absolument, en fait, on n'est pas de façon fataliste contraint à être formaté, à subir. Absolument, c'est un état d'esprit, qui fait qu'on va pouvoir convoquer les bonnes motivations profondes, hein, les motivations, ce qu'on aime vraiment, intrinsèques, et ce sont des choses qui nous parlent, qui font appel à nos valeurs, qui nous donnent du sens. Et donc là, on travaille sur le long terme, parce que là, si on a du sens, si on a des valeurs, et si on a du plaisir à faire quelque chose, à progresser dans un certain domaine, là, on a une force énorme, et on va être beaucoup plus persévérant, et à chaque progression, on va progresser petit à petit, pas à pas, hein, bien entendu, il n'y a pas de baguette magique, mais à chaque progression, on va se rendre compte de nos progrès, et ça va nous donner une nouvelle motivation, et donc on peut agir dans la durée. C'est ça qui est formidable. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Bernard. Bernard et moi souhaiterions savoir maintenant à vous, quelles sont les différentes étapes qui ont le plus résonné pour vous, qui vous inspirent le plus pour pouvoir gérer votre stress. Et nous souhaiterions savoir également quelles sont vos habitudes pour aujourd'hui gérer votre stress et faire face à ces imprévus et cette perte d'énergie. Mettez-nous vos réponses en bas de cette vidéo, dans le blog, et pendant que vous serez sur le site, si vous n'êtes pas encore inscrit, alors surtout inscrivez-vous et vous recevrez gratuitement, automatiquement, un audio, une formation offerte sur comment décider vos futurs clients en toutes circonstances grâce au neuromarketing. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance, et je vous retrouve dans une prochaine chronique. À très vite. Comment faites-vous quand vous êtes confronté à un imprévu pour rester performant, pour ne pas tomber dans ce stress qui vous tire vers le bas?